Bonjour tout le monde, c'est Clarisse. Ah, nous sommes sur une audio qui pour moi est peut-être une clé fondamentale de cette énergie du mois d'août. Je vais essayer de vous transmettre ce que je ressens de la puissance du féminin au mois d'août. La notion d'être mère, et je vais aussi vous parler de la notion de féminité, le fait d'être femelle. La puissance du féminin du mois d'août est à la fois très spirituelle et très corporelle. L'enfantement, c'est ça, hein. C'est faire passer le spirituel dans la matière et c'est à la fois être très connecté au spirituel et très connecté à son corps, à la terre. Et la femme, quand elle accouche, elle est la gardienne de ce passage. Alors, pour ceux qui tombent par hasard sur cet audio, vous êtes sur un audio, sur un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et nous étudions depuis janvier, grâce à des contes amérindiens, une transmission orale des femmes amérindiennes qui nous ont été données par l'intermédiaire de contes, toute la dynamique énergétique du féminin sacré, de la Terre, des femmes et de la vie sur Terre, en lien aussi avec le cosmos, mois après mois, dans une dynamique énergétique d'une roue de médecine, qui est la roue de l'année qu'on peut mettre sous forme de roue énergétique, et que je tente d'enseigner et de transmettre sur ce podcast. Nous sommes donc en train d'étudier l'énergie du mois d'août, et le conte s'appelle La guérisseuse. Donc pour comprendre ce que je dis, quelque part, il faut avoir tout le référentiel du reste de la roue, mais si vous tombez par hasard sur cet audio, vous comprendrez quand même des choses puisque je m'exprime aussi de manière rationnelle, donc il y aura aussi des choses pour votre compréhension. Simplement, ce que j'essaye de dire là, c'est que en fait, le féminin est multidimensionnel et très complexe. Et pour intégrer la totalité la totalité qu'on peut intégrer aujourd'hui, chacun à notre niveau de ce qu'on a à percevoir, il faut rentrer dans la dimension complexe le plus qu'on peut. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis janvier. Donc depuis janvier, nous explorons le complexe du féminin et nous en sommes dans ce passage du mois d'août qui nous parle de la notion de l'enfantement et d'être mère. Donc il y a eu plusieurs audios au mois d'août qui nous ont permis de rentrer un peu plus là-dedans. Et dans cet audio-là, ma vocation, c'est vraiment d'essayer de mettre en mots peut-être ce que beaucoup de femmes perçoivent, d'essayer aussi de clarifier nos pensées et aussi de peut-être m'adresser aux hommes pour qu'ils puissent tenter de saisir quelque chose qui peut se passer chez nous les femmes et que nous avons peut-être du mal à nommer à nos hommes. Donc, être mère, c'est pas simplement être une femme sexuée, c'est être une femme, en fait, passeuse de vie sur la Terre. Et c'est là-dedans que je vais un petit peu tenter d'explorer avec vous un peu plus loin ensemble. Donc, je vais parler d'être mère, je vais aussi parler de la notion d'être femelle et la notion de féminité. Être femelle, c'est pas être femme en fait. C'est encore autre chose, c'est la dimension corporelle, animale de notre être de femme. Être femme, être femelle, c'est la dimension beaucoup plus corporelle, animale de notre féminin. Et ça va s'opposer, par opposition, le fait d'être femelle s'oppose à la dimension mâle des hommes. Alors, je vais commencer par parler de cette notion de féminité et après on ira dans la dimension plus spirituelle de être mère. Alors, si je reviens à ce qu'on s'était dit au mois de juillet sur toutes les audios bonus de l'évolution de la société et entre autres du mouvement féministe en Europe, donc il y a eu tout un éveil depuis les années 1960 chez les femmes, un mouvement qui s'est éveillé et qui a évolué pour que les femmes retrouvent leur égalité de droit
avec les hommes. Et ça a provoqué tout un tas de choses et on est toujours embarqué dans ce mouvement. Le mouvement féministe est toujours en marche et évolue. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous propose d'aller écouter les audios de juillet. Et il y en avait plusieurs qui parlaient de ce sujet-là. Nous avions vu que ça provoquait un remaniement dans les couples, dans la parentalité, aussi dans notre rapport aux hommes et les hommes aux femmes. Et aujourd'hui, le mouvement féministe est peut-être un mouvement qui est parti d'une étincelle de vie et qui est allé dans ses extrêmes et qui peut poser beaucoup de questions à beaucoup de femmes et à beaucoup d'hommes sur est-ce qu'il est porteur de vie ou de mort, finalement, aujourd'hui. Pas à la racine du mouvement, mais aujourd'hui dans son expansion masculine, j'ai envie de dire. Est-ce que les femmes féministes sont porteurs du féminin ou sont porteurs plus de masculin, finalement, et dans leur extrême arrive à une extrémité masculine qui ne fait plus honneur au féminin. Alors, je vais revenir sur des termes avant d'arriver à celui de la féminité qui n'existe pas dans le dictionnaire. Alors, déjà, revenons sur le terme du féminisme. Qu'est-ce que nous dit la définition du féminisme? C'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc, on voit que dans cette porte de l'Ouest, il y a bien la notion d'égalité. Et les féministes donc préconisent l'égalité de l'homme et de la femme dans la société et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc, probablement que la base, il y a quelque chose dans la base qui est de l'ordre du vivant, l'appel de la terre. Maintenant, l'extension du rôle de la femme dans la société, si la femme veut être l'égale de l'homme et devenir un homme et s'adapter donc dans une société qui a été créée par les hommes, les entreprises qui ont des fonctionnements d'hommes, si la femme perd son féminin pour développer son masculin pour s'adapter aux hommes et devenir l'égale des hommes dans une société masculine, elle perd son féminin et elle devient masculine et elle devient l'égale des hommes, c'est-à-dire elle devient une femme masculine. Et donc on perd le féminin de partout, la terre est perdante. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements féminins, dans le mouvement féministe, de féministes qui sont devenus des femmes hommes et qui sont plus du tout connectés à leur féminin. D'où la confusion que ça peut créer chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Et quand on parle, par exemple, quand moi je parle aux hommes, que je travaille avec les femmes sur le féminin, on pense que je suis féministe. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas contre l'égalité des droits des hommes et des femmes, mais je n'adhère pas au mouvement féministe qui, pour moi, est un mouvement qui peut tuer le féminin aussi. Le féminin, ce n'est pas du tout les féministes. Les féministes n'incarnent pas le féminin. Elles incarnent des femmes masculines qui vont se battre et qui vont utiliser les codes du masculin jusqu'à leur extrême, dans une forme de violence et de castration du féminin que je dénonce moi personnellement, puisque moi je soutiens le féminin et le masculin. Et l'égalité des deux, mais pas en termes d'égalité, de parité par exemple, mais en termes d'équilibre, de complémentarité, d'harmonisation, et j'ai envie de dire d'équanimité, c'est-à-dire d'égalité à égalité, d'âme à âme en fait, d'énergie à énergie. L'énergie féminine, elle n'est pas appréhendable par l'énergie masculine. On ne peut pas la capter avec notre intellect, notre mental, et donc pour qu'une femme ait accès à son énergie féminine, il faut qu'elle puisse sortir du monde masculin et prôner le monde du féminin. Mais est-ce que ce monde du féminin est adaptable à la société actuelle? Est-ce qu'une société féminine aurait créé le fonctionnement des entreprises comme aujourd'hui? C'est complexe. C'est complexe et c'est un vrai travail qui prendra peut-être plusieurs années ou plusieurs générations pour qu'on arrive si on y arrive, à une forme de société égalitaire, de type égalité de la porte de l'Ouest,
dans le féminin et le masculin, il y a un vrai changement de société. Et encore une fois, est-ce que les femmes ne prennent pas le pouvoir à des moments? On n'est pas dans, il me semble qu'on n'est pas dans l'harmonisation. On est dans des rapports de force et de territoire, des rapports de domination, d'imposer certaines choses. Par exemple, je prends un exemple qui me vient là, quand les femmes essayent de faire passer des lois en disant quand on a nos règles, on ne vient pas travailler. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour moi, c'est un sujet qui demande vraiment de l'approfondissement et de l'écoute profonde et de me relier. C'est un vrai sujet pour moi spirituel. Il faut que je me relie à la terre, à mon cœur bien écouté. Intuitivement, ça me dit c'est pas OK en fait. On ne peut pas imposer notre nature femelle dans une société qui s'organise à la manière des hommes, parce que si la femme vient pas travailler, il y a une perte de profit. C'est pas compatible en fait, ça peut pas s'emboîter comme un puzzle en fait. Donc soit on adhère à une société masculine, à une entreprise masculine et on s'adapte à la façon des hommes, soit en fait on n'oppose pas notre être femelle, notre corps femelle à un esprit masculin. En fait, sinon ça fait une guerre, ça va créer de la dualité, du conflit. C'est pas, c'est pas comparable. En fait, on va essayer d'harmoniser tout ça. Et l'intelligence de l'harmonisation, elle n'est pas dans l'intellect, elle n'est pas dans l'organisation, elle est ailleurs. Et là, il y a un vrai travail à faire d'écoute profonde, d'introspection, pour voir comment on peut harmoniser tout ça pour que tout le monde, pour que ça soit juste pour tout le monde. Mais du coup, l'harmonisation va nous donner une nouvelle façon de fonctionner que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et je vous ramène sur les audios, l'audio que j'ai fait sur l'audio que j'avais intitulé en ce mois d'août, Clé 1.2 du féminin de la Terre, où je vous avais parlé de la notion du rythme et d'harmonisation. Donc, ce mouvement des féministes qui est parti comme une étincelle dans la société, qui s'est déployé comme un feu d'artifice, étalé dans plein d'espaces, qu'il serait intéressant de réexaminer en notre âme et conscience en tant que femme pour voir quels sont les espaces où finalement le féminin fait de l'abus sur le féminin, c'est-à-dire le masculin, comment dans le mouvement féministe, le masculin des femmes de nouveau a abusé son propre féminin et on est de nouveau sur des femmes qui abusent le féminin et qui veulent revendiquer l'inverse sans conscience. Donc c'est compliqué avec les pièges de la société et puis les pièges des lobbies. Et puis on est de nouveau dans l'espace du mois de juin où on s'est fait manipuler, coyoter par nous-mêmes et par l'énergie de la société, où on se fait embarquer par des batailles de territoire sans écouter notre cœur profond. Il y a un autre terme qui a émergé de ce mouvement du féministe, c'est le terme féminitude. Féminitude, donc la définition de ce terme, c'est l'ensemble des caractères, des manières de penser et de se sentir propres aux femmes. Donc je redis, le féminitude, c'est l'ensemble des caractères, des manières de penser et de se sentir qui sont propres aux femmes. Déjà, il y a quelque chose qui respecte plus l'altérité et la différence dans le terme féminitude. On peut revenir aussi sur le terme de la féminité. La féminité, la définition, c'est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes. L'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux considérés comme spécifiques aux femmes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau terme qui s'appelle la féminité, qui vient du mot femelle, et qui a été un terme qui a été développé par une féministe de la première heure des années 1960, une femme qui maintenant a
peu près 80 ans, et qui a développé ce terme de féminité. Cette femme s'appelle Nicole Rouellen, parce qu'elle a bien senti qu'il y avait quelque chose qui évoluait dans le mouvement des féministes et qui n'était pas à l'honneur du féminin et de la puissance et de la jouissance d'être femme. Donc, elle a développé l'expérience femelle, qui aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à faire, comment dire, à diffuser son œuvre, parce que c'est considéré par les féministes elles-mêmes comme étant une insulte, le fait d'être femelle. Et c'est incroyable. Donc, je vais vous mettre sous le commentaire de cet audio, non pas dans le, excusez-moi, pas dans les commentaires, dans le descriptif de cet audio, sous cet audio dans le descriptif, un lien qui peut vous renvoyer à un entretien qu'elle a eu et qu'elle a fait sur cette notion de l'expérience femelle, où elle décrit tout un tas de choses pendant 1 heure, tout à fait intéressantes, avec des réflexions là-dessus, que je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Donc je vous redis, sous l'audio, dans le descriptif, il y aura un lien qui renvoie vers cette interview. Mais là, dans cet audio, je vais reprendre ce qu'elle dit et vous le résumer. Donc déjà, elle en a écrit 6 tomes. 6 tomes qu'elle a intitulés « Le manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle ». Donc elle a fait un énorme travail, c'est le travail de sa vie. Hein. Elle mérite vraiment d'être entendue, parce que c'est une femme qui a travaillé beaucoup en psychanalyse, en psychologie, en sociologie. On voit ça a été vraiment l'œuvre de sa vie, et il y a je sens une grande intelligence de vie en elle, et je trouve qu'elle mérite d'être entendue et lue. Donc elle va, dans son mouvement féministe à elle va travailler l'idée de la colonisation, c'est-à-dire elle a analysé tout le système d'asservissement du côté mâle sur la femelle. Entre autres, elle va parler de l'emprise qui s'accroît, et en particulier dans l'emprise technico-médicale, qui aujourd'hui pratique des castrations en chaîne. Et donc elle explique ça. Elle décrit comment les femmes se sont fait annexer leur corps, annexer leur existence dans tous les domaines, et comment elles se sont fait piller leur puissance de femme, et dans le piège à la fois de la puissance de la sexualité, mais aussi dans leur énergie vitale et leur énergie sexuelle. Et elle parle de toute l'emprise qu'il y a autour de l'enfantement. Aujourd'hui, dans ce masculin excessif et dominateur, que d'ailleurs prônent les féministes. Les féministes prônent ça, et elle va décrire comment les féministes, en fait, s'auto-emprisent et s'auto-abusent avec ce masculin abuseur qu'elle prône pour la liberté de leur corps, et finalement comment ça va faire des phénomènes d'autodestruction chez les femmes, et combien, encore une fois, le masculin a colonisé le féminin, même chez les féministes. Alors elle explique que ça diffuse de la violence, et ça diffuse la violence de génération en génération. Et elle montre combien il y a des séquelles dans les actes qu'ont commis les mères, et qu'ont commis les femmes contre les femmes, et les mères contre elles-mêmes, contre aussi leurs petites filles. Et elle montre comment en fait les femmes, en accord avec ce masculin, démolissent leur vie et démolissent leur corps. Et elle parle de poison sociétal dans lequel on est embarqué, avec l'anéantissement de l'altérité et de la multiplicité des formes d'existence, et tout la mise à mort dans l'humanité que cela va créer, s'il n'y a plus d'altérité et s'il n'y a plus de multiplicité des formes d'existence. Donc elle s'oppose à tout ça, et elle va décrire l'expérience femelle, et qu'elle va nommer la féminité. Et donc, qu'est-ce que c'est que pour elle la féminité? C'est la puissance sexuelle et toutes les capacités qui vont avec les expériences aussi corporelles, qui vont avec ce rapport au corps femelle.
qu'une femme peut vivre de manière magnifique, joyeuse, mais qui aujourd'hui est encore généralement vécue de manière péjorative et honteuse. Dans le rapport qu'ont les femmes, entre autres, à leur corps, qu'elles se trouvent trop grosses, pas assez belles si elles ne sont pas maquillées, qu'elles ont l'impression d'être des guenons quand elles accouchent, où elles vont dévaloriser, et la société, grâce à une société castratrice, dévaloriser leur corps de femelle, au lieu d'être vécu de manière joyeuse et belle, c'est vécu de manière honteuse, et ça le dénonce. Le rapport que les femmes ont à leur corps, qui est un rapport honteux et qui doit en permanence être dominé, d'être contrôlé pour répondre au diktat d'une société castratrice de la femme, de la puissance de la femme, de la puissance femelle de la femme. Donc, elle nous dit que souvent l'erreur qu'on fait, c'est d'opposer la virilité d'un homme à la féminité d'une femme. Et or, c'est deux choses complètement différentes. La virilité d'un homme, c'est la puissance du corps sexué de l'homme, et le côté féminin de la femme, la féminité, c'est un rapport avec quelque chose de l'ordre du genre. Donc c'est comme si on opposait une puissance sexuelle d'un homme à la gentillesse, la grâce, la douceur d'une femme, en fait. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Elle dit non, en fait. Ce qui s'oppose, ce qui est le complémentaire de la virilité d'un homme, c'est la puissance femelle d'une femme. La puissance mâle et la puissance femelle. Et là, elle parle d'un vrai rapport d'égalité. Et c'est là où elle dénonce qu'on est encore annexé, qu'on est encore colonisé, qu'on a encore dominé, nous les femmes. Nous n'avons pas le droit d'avoir notre puissance femelle libre. La société nous l'annexe, nous la contrôle, nous l'emprise, nous l'interdit. Ça va même, en fait, on est colonisé dans notre psyché, dans nos émotions, dans notre rapport à notre corps, et tous les produits qu'on ingère, évidemment, et toutes les chirurgies esthétiques qu'on fait, etc. Donc cette puissance femelle, donc elle le décrit comme une puissance qui est une puissance d'énergie. C'est déjà la libido femelle, et c'est de l'énergie vitale de la femelle sous toutes ses formes. Et des formes sexuelles à l'énergie de vie, mais aussi à la jouissance d'être femelle. Donc elle nous décrit très bien que l'orgasme des hommes et des femmes n'est pas la même, et que l'orgasme d'une femme, c'est relié à sa puissance femelle, sa puissance sexuelle d'être femelle, de ce corps sexué femelle, et qui va amener la jouissance d'une femme, qui est la jouissance de l'être femelle. Elle va nous parler que la puissance de cette féminité, elle n'est pas que sexuelle, mais elle est reliée à l'énergie de la fécondité. Et entre autres, c'est la puissance chez les femmes et peut-être chez les hommes, qui est la puissance de la créativité. Cet accouchement de notre être intérieur que l'on met en créativité, c'est la puissance de la femelle qui va enfanter, qui va prendre le divin en soi et le donner au monde dans la matière. Et ça, c'est la puissance de la féminité. Donc, elle précise bien que le corps, en fait, d'une femme aujourd'hui est comme un corps marchandise, et que les femmes sont habituées à regarder leur corps comme cela. Mais en fait, elle dit non, en fait, notre corps, on l'habite pleinement jusqu'à notre capacité d'enfantement, que ce soit mettre au monde un enfant ou dans notre créativité, et jusqu'à notre jouissance, qui n'est pas la même que celle d'un homme. Et c'est là où nous pouvons revendiquer d'être des femelles et pas des mâles, dans la relation sexuelle, dans la jouissance sexuelle. Donc elle revient grandement dans cette notion de féminité, d'être femelle, elle revient grandement à la notion d'enfantement, et ça va me permettre de faire la transition sur la dimension plus spirituelle, qui correspond aussi à la dynamique de cette énergie du mois d'août dans notre chemin initiatique, dans cette roue de médecine. Donc elle parle du choc que crée le choc de l'enfantement dans l'accouchement. La femelle, elle se rencontre aussi dans l'accouchement. Dans l'accouchement, elle ne peut plus être autre chose que femelle. Quand on accouche, on n'est pas en train de penser est-ce que le maquillage tient. En fait, dans l'accouchement, c'est bestial. Et là, on est totalement dans notre être femelle, et
elle dit ben, ça va créer un choc chez la femme parce qu'elle va se rencontrer dans l'accouchement, dans cette puissance de vie dont elle est porteuse et dont elle ne jouit pas dans sa vie de tous les jours. Puisqu'elle est castrée à son être femelle, le seul endroit où presque on lui autorise à l'être, et encore que la médecine s'en empare aujourd'hui, c'est au moment de l'accouchement où on va la laisser être femelle d'une façon qui est quand même encore pas tout à fait libre quand même aujourd'hui. Alors, elle parle de ce rapport à la vie, au flux de la vie, au grand flux de la vie qui passe dans l'enfantement. Et je reviens un petit peu en arrière sur l'idée de ce flux, dans ce côté femelle qu'on pourrait avoir dans notre sexualité. Certaines parlent de la femme sauvage. C'est un peu ça, hein, la femme sauvage, la femme femelle, la femme qui est dans sa corporalité face au mâle et qui s'autorise totalement à être femelle en fait, mais qui n'est pas une forme de violence ou d'agressivité, mais qui est une forme de liberté totale à être dans son corps, dans ses hormones, dans sa puissance sexuelle, dans sa libido, comme elle s'exprime dans ce corps sexué, dans la jouissance que la femme peut en avoir, de l'habiter et d'en avoir la jouissance en fait. Comme là je parle du terme un peu du notaire, j'en jouis, j'en ai la jouissance, c'est dans mon corps, je peux en bénéficier comme je veux. J'ai pas besoin de m'adapter au côté mâle de l'homme en fait. Et donc elle parle de ce système de colonisation dans lequel on est aussi, dans la société de la pornographie évidemment, qui annexe aussi la jouissance sexuelle de la femme au profit d'une domination mâle. Voilà, donc ça c'était un petit retour en arrière évidemment, et tout le conditionnement que ça fait derrière dans la sexualité et dans le rapport sexuel entre les hommes et les femmes, et comment les femmes sont encore dominées par notre société dans leur rapport à leur corps femelle. Donc, je reviens à l'enfantement. Au ce moment où la femme accouche, en fait, elle est dans sa corporalité, c'est l'enfant et le processus d'accouchement et l'enfant qui la met, qui l'oblige à être là-dedans. Et elle va tout d'un coup vivre un grand choc qui est ce rapport à la vie, au flux de la vie qui passe. Et elle décrit combien beaucoup de femmes, parce qu'elle a fait des enquêtes, voilà, ça a été l'œuvre de sa vie, hein, elle décrit combien beaucoup de femmes expriment avoir été bousculées dans leur ego au moment de leur accouchement, de donner naissance. Avec cette sensation, et c'est là où je vais faire le pont sur ce conte et là où je voulais en venir, cette sensation que quand on donne naissance, c'est aussi un espace où on comprend qu'on pourrait mourir, en fait. Quand on donne naissance, on est dans le passage de donner la vie et en même temps, on sait qu'on donne la mort. Alors, soit qu'on pourrait mourir soit que le bébé pourrait mourir si on n'y arrive pas. Donc, il y a la rage de vivre qui est là chez la mère et chez l'enfant. Les deux, en fait, vivent la même chose. C'est-à-dire que dans le processus de naissance, la mère et l'enfant vivent la même chose, la même rage de vivre. Il y a une collaboration entre la mère et l'enfant pour la vie. Et c'est une collaboration corporelle, vitale, dans l'énergie de vie. Et il y a quelque chose qui se cherche dans cette collaboration pour arriver dans la corporalité, dans le corps, à faire naître cet enfant. Donc ça, c'est la dimension corporelle, la dimension de la femelle, hein. Toute cette puissance de femme, cette rage de vivre, cette puissance de vie, cette puissance de pouvoir faire passer cet enfant dans le monde à travers ses entrailles. Et elle exprime que dans l'accouchement, la femme est face à la mort parce qu'elle sait que l'enfant à qui elle donne vie, quelque part, va mourir un jour, devient mortel. À partir de ce moment-là, devient mortel et il pourrait mourir d'un instant à l'autre. Et le fait de lui donner vie, déjà, elle lui donne vie à la condition mortelle de l'être humain. Donc, il y a toute cette sensation, quand on donne naissance, d'être lié à la fois à la vie et à la mort, que vit la femme dans son corps, dans sa chair. Il y a comme une unité qui se trouve chez la femme à ce moment-là, dans la femelle, entre la spiritualité et le corps, où dans ce passage, on sait qu'on est en train de faire passer la vie dans un corps et qu'en même temps, ce corps est mortel et qu'on est déjà en train de faire passer la mort dans ce corps, dans cette vie.
Et puis, il y a aussi cette notion que, en mettant au monde un enfant, il y a cette notion de génération qui passe, hein. Il faut faire de la place pour les jeunes, hein. Donc, un enfant naît, un vieux meurt quelque part, je dirais. Donc, nous, on va mourir, ça nous dit que nous, on est mortels, on va disparaître pour laisser la place à ces générations-là. Les générations auxquelles on donne naissance sont ceux qui vont nous remplacer, qui vont nous pousser dehors quelque part. Il faut leur laisser la place. Donc, la femme, quand elle est enfante, elle prend conscience de ça tout d'un coup, en fait. Ça devient concret. C'est plus une idée, c'est plus une philosophie, ça devient concret. On rentre là dans cette conception transgénérationnelle de la vie et en mettant au monde un enfant, on peut se réjouir que la vie se perpétue au-delà de la précarité de notre existence finalement. Donc on est à la fois dans la conscience de la perpétuation de la vie de génération en génération et en même temps de la précarité de notre existence. Et c'est là où je voudrais revenir à la notion spirituelle finalement de ce conte qui est et du féminin, de l'enseignement féminin amérindien qui est celui de Jamie Sams et de ce livre. Finalement, quand la femme, elle est mère, elle devient mère, c'est-à-dire qu'elle a un enfant et elle le met au monde, elle est en train de faire passer un enfant sur Terre qui est un enfant de la source. Il vient de nulle part, cet enfant, mais la femme, elle sait qu'il ne vient pas de nulle part. Elle est en train de faire passer à ce moment-là, elle est complètement connectée à la mère divine. Directement, elle est en train de faire passer un enfant de la source sur Terre. Et ça suffit à être complètement fasciné par le mystère de la vie dans l'accouchement. Et qu'est-ce qui crée cette souffrance, cette peur de la mort et cette souffrance de la mort? C'est cette séparation que l'on a sur Terre du spirituel et de la source, où nous avons la croyance d'être uniquement ce corps physique. Et quand on est dans ce corps physique, et si on croit être ça, si on met notre identité dans notre corps physique, alors on a cette sensation d'être séparé et d'être mortel et d'être dans notre finitude. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça commence, un moment où ça se finit, et on a un temps de vie il y a un commencement et une fin. Et si on s'identifie au fait d'être dans un corps humain, un corps terrestre, eh bien on se sent donc séparé de Dieu, de cette source divine, de notre nature divine, et en délaissant notre connexion divine qui est dans notre cœur, dans notre corps, on est connecté à la terre par notre corps et à l'intelligence de la terre, et dans notre cœur, on est connecté à l'intelligence du divin. Et en perdant cette connexion à notre intelligence du divin, eh bien, sans le savoir, on s'est complètement identifié au contexte d'incarnation sur Terre. C'est-à-dire, on est des êtres incarnés et on croit être que ça, avec un début, une fin. Le début étant l'accouchement, la naissance, et la fin étant la mort. Or, c'est faux. C'est faux, quand on a une conscience éclairée et qu'on a une connexion réelle au divin, on sait que ce n'est qu'un passage et que c'est éternel et qu'en fait chaque mort est une renaissance et chaque naissance est une mort. En fait, quand un bébé naît sur Terre, c'est une mort à un autre état. Il est une mort à son état d'âme où il était vivant dans d'autres espaces. Il meurt à cet état-là et il naît à l'état d'incarné et quand il meurt de son état incarné, il repart dans d'autres espaces. Il renaît à d'autres espaces de vie. Nous sommes tous nés, en principe. Nous sommes tous nés du corps d'une femme. Et nous avons tous vécu, nous venons tous d'ailleurs, et nous avons tous vécu ce moment magique où nous avons incorporé ce corps au moment où notre maman nous a mis au monde, dans ce corps qui était déjà en gestation en elle depuis 9 mois. La mère, en fait, la mère est donc la femelle, et le sceau de cette identité unique de tous les êtres humains. Nous avons tous été en gestation dans le corps d'une femme. Nous sommes tous nés d'une femme de la même façon.
jusqu'à quand ça va être possible que la femme arrive à ne pas se laisser voler ça, parce qu'on est en train d'essayer de lui voler même la maternité et la naissance. Et là, il y a quelque chose qui sera... C'est comme si la mère ce féminin de doute est la partie qui maintient l'humanité dans une cohésion de la race humaine, j'ai envie de dire. À partir du moment où on perd cette cohésion, si on arrive à ne plus être formé dans le corps d'une femme et à ne plus vivre le processus d'accouchement, il n'y a plus de cohésion dans la race humaine. C'est comme si la mère, la matrice, nous contenait, nous protégeait dans notre identité qui est universelle. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous été conçus dans le ventre d'une femme, nés d'une femme, et nous sommes tous dans la même condition humaine, en fait. Donc, la puissance de la femme d'août et la puissance de la femelle, c'est la puissance de transmettre la vie. De transmettre la vie et de faire ces passages. Avec des lois particulières qui sont les lois de la Terre, reliées à notre corps et à l'intelligence femelle du corps des femmes. Alors, on donne naissance à un enfant, et on peut dire qu'on donne naissance à un enfant à la Terre. C'est un cadeau de vie que l'on fait à la Terre en tant que femme. C'est-à-dire, on va donner notre corps, on va donner notre énergie de vie, notre énergie de vitalité de notre corps en cadeau pour que cet enfant puisse vivre sur Terre. Et nos mères se sont données pour nous, en fait. Et en même temps, si la femme n'est pas reliée à cet espace divin et qu'elle est reliée à la peur d'être mère ou à la peur que son enfant meure ou la peur de la mort, eh bien, elle transmet aussi de génération en génération cette peur de la mort et cette peur de la finitude de l'être humain qui fait qu'on perd notre puissance de femme. Parce qu'en fait, dans cette puissance du féminin, d'être femelle, de donner naissance, nous avons à ce moment-là conscience que nous sommes que des passeuses. Donc on pourrait dire qu'on donne naissance à un enfant, mais on ne donne pas la vie. Parce que la vie, elle ne peut pas être donnée. On donne un corps matériel à la vie. En fait, dans la réalité, c'est que l'enfant qui naît, il est déjà la vie. Et il a déjà en lui, cette âme a déjà en lui la vie, cette vie puissante, lumineuse, libre et éternelle. Et en fait, la femme, quand elle accouche, quand elle crée un enfant dans son ventre et qu'elle le met au monde, qu'elle le donne à la terre, elle le met au monde, elle le donne à la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne un corps matériel à cette vie. Et elle est passeuse de vie. Et donc, si nous, les femmes, au moment où nous accouchons, nous créons la vie dans notre ventre et nous accouchons, nous pouvons être conscientes de ce passage de la vie dans ce corps, eh bien, nous transmettons de génération en génération cette puissance de vie à nos enfants. Si nous considérons nos bébés comme étant des âmes et un oranda que nous savons communiquer avec l'oranda de nos enfants, d'une autre avec le leur, d'être spirituel à être spirituel dans des corps incarnés, si nous apprenons déjà à communiquer avec nos enfants en étant des êtres incarnés, comment je pourrais dire ça, en sachant qu'on est des êtres spirituels dans des êtres incarnés et que nous accueillons nos enfants dans leur être incarné en continuant à communiquer avec leur être spirituel, comme on le voit dans ce conte, eh bien nous redonnons la puissance de la vie à la Terre. En fait, et ces enfants sont impactés dès le démarrage dans leur intelligence grâce à l'intelligence de la mère qui a fait le passage. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. On est donc dans ce conte, dans cette multidimensionnalité du féminin qui est à la fois la source de la vie spirituelle et la source de la vie matérielle et qui est à la fois connectée dans l'immensément grand spirituel et l'immensément matière et qui donne toute cette complexité au féminin. Et voilà, je vous rappelle que j'ai créé une playlist en amont de ce podcast où on peut se partager des chansons, des musiques que nous inspire ce conte ou la couleur bleue.
Et moi, je vous ai entre autres partagé une musique qui m'inspire depuis longtemps, qui est la chanson de Natacha Saint-Pierre, qui s'intitule Être mère. Je la trouve très puissante et je trouve qu'elle a cette qualité d'intégrer toute cette dimension à la fois spirituelle et concrète dans cette puissance du féminin. Ben, je vous encourage à nourrir cette playlist pour vous récupérer ces belles chansons et nous partager les vôtres en lien avec être mère, mais aussi en lien avec la mort, avec la puissance du féminin, avec la mère divine, avec la couleur bleue, l'énergie du bleu, de l'eau, enfin tout ce que vous inspire ce conte pour faire une petite playlist sur laquelle on peut se ressourcer, se régénérer en tant que femme ou les hommes quand ils veulent se reconnecter à cette dimension du féminin d'août. Voilà, n'hésitez pas à nourrir cette playlist et à y revenir autant que nécessaire, à y retrouver d'autres chansons qui ont été rajoutées. Voilà, et je vais vous faire un audio. Le prochain audio sera sur, si aujourd'hui on a exploré l'ombre la puissance du féminin, d'août, la puissance de l'être femelle, eh bien, je vais vous faire un autre audio qui va parler cette fois-ci de l'ombre de cette puissance et combien cette puissance de femme qui est au service de la vie peut se renverser et se mettre au service de la mort. Alors, à bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Toujours pour les mêmes raisons, ce podcast est gratuit. Il a pour vocation d'être accessible au plus grand nombre, mais les lois de YouTube fait que s'il n'est pas beaucoup liké, il ne va pas être présenté sur le journal et donc il sera moins accessible aux personnes. Donc, si vous suivez ce podcast et que il vous intéresse fortement, eh bien, vraiment, soutenez-le en le likant. Et en likant, c'est pas pour dire que c'est super ce que je dis, je m'en fiche un petit peu, c'est pour donner l'opportunité aux personnes qui sont en recherche de ces informations, là, d'y tomber dessus. Voilà, en même temps, j'ai confiance parce que les personnes qui doivent y tomber dessus, ils tomberont dessus. Voilà, sentez comme ça vous parle. N'hésitez pas à prendre l'habitude de liker les audios que vous écoutez qui vous ont plu pour participer à cette façon de fonctionner qu'a YouTube, de mettre en avant les vidéos qui sont les plus likées. Voilà, je vous remercie et donc encore à bientôt pour la suite.